Bienvenue YouTube. Pour la science. Ça fait longtemps. Non? Un peu. Je spoil derrière. Mais en même temps, il y a quelque chose quand même. À chaque fois, je dis dans les médias on parle de machin, mais je regarde pas la télé. Bon, du coup, la vie est compliquée à voir. En l'occurrence, voilà une capture d'écran de la télé. J'ai vu passer ça. C'est dans l'air. Enfin, c'est leur infographie à eux. Mais on voit bien en bas, sondage IFOP. Hein, on va reparler d'IFOP. Puisque j'ai vu ça. Alors, il y a beaucoup de problèmes avec ce sondage, comme vous vous en doutez. Premièrement, par des Français qui souhaitent ce candidat en 2027. Ok. Alors, la phrase est juste bizarre. C'est pas qu'elle est mensongère. C'est-à-dire, quelle était... Enfin, on sait pas quelle était la question posée. Évidemment, ce serait trop demandé. Mais ça veut dire quoi? Genre, 44% des Français souhaitent Bardella. D'accord, mais ils vont voter pour lui? C'est quoi? Il va avoir 44% aux élections? Non, parce que ça fait pas 100% en tout. Euh, Pourquoi Bardella et Le Pen sont en tête? Qu'est-ce que c'est que ce sondage finalement? Pourquoi Edouard Philippe et Gabriel Attal sont encore là? Ça suffit peut-être. Pourquoi Bruno Retailleau? Bon. Première chose à regarder, évidemment les gens qui ont fait le sondage, hein, IFOP. Donc on se rappelle toutes les tares dans la méthodologie de l'IFOP, tous les manques qu'ils ont. C'est-à-dire beaucoup, mais autant que les autres. Ils sont très mid, IFOP. Donc, peut-être sondage en semaine, machin. Faut qu'on aille voir un petit peu plus loin. C'est un sondage qui est sorti le 4 mai, donc avant-hier, à l'heure où on enregistre ça. On voit que, voilà, égal point par rapport à novembre 2025, ça a l'air d'être ce qu'on appelle une étude sur le long cours. C'est-à-dire un truc qu'ils ont déjà fait en 2025, qu'ils refont cette année. Alors, ils l'ont fait en novembre, là ils le font en mai. Est-ce que c'est biannuel? Depuis quand c'est là? Bon, normalement, les études sur le long cours, c'est pas mal parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir à leur méthodologie. Voilà. Vous doutez que non. Et donc, là, Marine Le Pen et Edouard Philippe perdent des points. Gabriel Attal, Bruno Retailleau en gagne un peu. C'est pas significatif non plus. Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est égal point par rapport à novembre 2025. Donc, il y a eu un sondage en novembre 2025. Et en 2026, on demande quel candidat est souhaité pour 2027, donc les élections présidentielles, j'imagine. Mais toujours est-il que je ne sais pas quelle question a été posée et que la phrase qui est là est pas claire. C'est quand même très différent de savoir est-ce que vous allez voter pour ce candidat ou est-ce que vous aimeriez que ce candidat existe? Est-ce que vous soutenez sa vie? Au contraire, êtes-vous pour la peine de mort? Bon, allons voir un peu plus loin. Voilà, il est là. Hein. On va remettre de l'ambition présidentielle, vague 4. On a notre réponse. Quatrième vague, sur le long cours, donc ça fait 2 ans qu'ils sont là, s'ils le font tous les 6 mois et qu'ils sont assidus, contrairement à d'autres. Méthodologie de recueil, on s'en fout parce qu'on va aller voir le brief complet. Mais déjà, est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions? Parce que les médias n'étaient pas clairs. Mais là, pour le coup, c'est le site de la personne qui a fait le sondage. IFOP. À un an de l'élection présidentielle, personne ne réunit la majorité des souhaits. Alors, donc ça veut dire que c'est les intentions de vote, n'est-ce pas? Quel intérêt à réunir une majorité de souhaits si la question était par exemple, au hasard, est-ce que vous aimeriez que ce candidat se présente? C'est pas parce que 50% des gens aimeraient que ce candidat se présente que 50% des gens vont voter pour lui. Par exemple, on peut souhaiter que Bardella se présente parce qu'on ne veut pas voir Marine Le Pen, ou inversement. Pour autant, on va voter pour aucun des deux. Qu'est-ce que ça changerait qu'il y ait une majorité de Français qui souhaitent que quelqu'un se présente? Bon, on verra les questions. Hein.
faisant probablement une forte augmentation de l'offre et du rejet du personnel politique. Les personnalités politiques? Personnel, c'est pour les travailleurs? Sans offense, c'est pas ce que je voulais dire, mais un peu. Ce paysage éclaté, le Rassemblement national est le bloc le plus solide. D'accord, mais pourquoi? Nand Bardella arrive en tête avec 44% de souhaits de candidature. Surtout 74% de pronostics. Donc il y a bien une histoire. 44% c'est bien le souhait de candidature, donc des gens qui ont souhaité à ce que ce candidat se présente. Mais là on parle de 74% de pronostics. Est-ce que c'est l'IFOP qui fait le pronostic que Jordan Bardella va avoir 74% des voix? Je ne comprends plus ce sondage. Qu'est-ce que c'est qu'un pronostic? Ce qu'a fait la personnalité dont la présence de 2027 paraît le plus probable. Mais ça soulève une autre question. Est-ce qu'il faut qu'un candidat se présente parce que la majorité des gens aimeraient qu'il se présente? C'est comme ça que fonctionne une élection présidentielle? Faut pas... je sais pas. Déjà, qu'ont à voir les sondages dans une élection présidentielle, je vous le demande. Mais si vraiment, faut peut-être demander plutôt les intentions de vote, non? Pas les souhaits de candidature ou les pronostics, c'est pas ce qu'il y a derrière. Bon, on va le savoir. Qu'en fait personnel, il devance désormais nettement Marine Le Pen, fragilisé par les incertitudes judiciaires pesant sur son avenir. Bah non! Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnerait sur des intentions de vote, pas sur des souhaits de candidature. C'est-à-dire que si on pose la question pour qui allez-vous voter en 2027, les gens peuvent se retirer du vote Marine Le Pen en se disant peut-être elle va pas faire de candidature parce qu'elle pourra pas. Mais quand tu poses la question du souhait de candidature, ça ne fonctionne pas. S'il y a des incertitudes, ça ne change pas le souhait des gens. Ils peuvent espérer, justement, ils peuvent d'autant plus espérer qu'elle se présente et qu'il y ait une candidature à son nom. Donc, déjà que c'était pas clair, si en plus c'est mal analysé, ça va pas. IFOP. On avait eu des espoirs il y a 2 semaines. C'était pas si mal. Soit dit en passant, petite parenthèse, je commence à me dire que, en général, quand un sondage est vraiment pas bien, les commanditaires sont là. Alors moi je dis ça, je dis rien, ok? Mais quand c'est le Figaro, souvent il y a Sud Radio avec, c'est pas ouf. C'est aussi le gars quand c'est Bolloré, donc c'est souvent pas ouf. On est bien d'accord. Mais l'IFOP nous a prouvé qu'il pouvait faire des choses bien, donc est-ce volontaire? Cette évolution traduit un possible basculement du leadership au sein du RN. Alors, je vais poser la question des souhaits de candidature. Donc oui, c'est très possible, c'est même quasiment sûr. S'il y a plus de souhaits de candidature pour un que pour l'autre, bah tu leur donnes les clés pour dire qui présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est super, IFOP, tu travailles pour le Rassemblement national. Bravo. D'autant qu'auprès des sympathisants du RN, 77% considèrent que Marine Le Pen sera candidate à la prochaine élection présidentielle. Je ne comprends plus ce sondage. Comment 77% considèrent que Marine Le Pen sera candidate. 39% souhaitent qu'elle soit candidate. Et 52% de pronostics dont on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Et donc là, ça veut dire que les gens détestent Marine Le Pen, c'est ça? Les sympathisants du RN détestent Marine Le Pen. Ouais, c'est ce que je comprends. Parce que si tu me dis qu'il y en a 40% qui souhaitent qu'elle soit là, mais 77% qui savent qu'elle sera là et ça les saoule, ça veut dire que dedans, t'en as quand même bien 30% qui savent qu'elle sera là, mais qui ne le souhaitaient pas à la base. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire, IFOP? Du côté du bloc central, la hiérarchie reste ouverte, mais Édouard Philippe conserve une longueur d'avance. Et c'est vraiment leur poulain, Édouard Philippe. Hein. C'est vraiment les seuls à dire qu'il est de l'avenir. Il recueille 36% de souhaits, 67% de pronostics. On sait toujours pas ce que ça veut dire. Bon. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on aura la réponse après, mais quand même.
À ce niveau-là d'un résumé, je sais pas, fais un effort. Tu m'étonnes que les médias après ils fassent n'importe quoi avec. Même toi t'es pas clair. Ce qui en fait le candidat le plus crédible dans cet espace. Quel espace? Le bloc central? Mais pourquoi t'as pas dit ça Pourquoi t'as un traitement différent en fonction du bloc? Le Rassemblement National t'a dit oui, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen est fragilisée, c'est vrai. Mais tu dis Bardella est devant en souhaite candidature. Marine Le Pen est fragilisée, mais 77% on considère qu'elle sera là. Ok. Par contre, le bloc central, c'est Édouard Philippe. Et c'est le plus crédible. Bardella aussi, c'est le plus crédible dans l'autre, non? Toutefois, Gabriel Attal progresse. Porté par une forte exposition médiatique. Ah, je regarde pas assez les médias, c'est vrai? Vous voyez beaucoup Gabriel Attal? À droite, la situation apparaît plus stabilisée. Bruno Retailleau s'impose avec 28% de souhaits et 54% de pronostics. Mais comment ça? Et les pronostics, c'est... Non mais là, ça devient vraiment chiant. je sais même plus, j'ai vérifié avant et je sais même plus ce que ça veut dire. C'est le nombre de personnes qui pensent qu'il sera élu ou qui pensent qu'il se présentera? Non, parce que là, il y a 77% de gens qui pensent que Marine Le Pen se présentera et 52% de pronostics, donc c'est pas la même chose. Et vraiment, j'en ai vu des sondages, j'en ai fait. Celui-là est probablement le moins clair que j'ai vu. Il a réussi à verrouiller sa candidature. Qui? C'est moi qui ai sauté une ligne. Licence notamment Xavier Bertrand, Michel Barnier et Laurent Wauquiez. Cette phrase me fait plaisir. D'avancer Laurent Wauquiez. Bon, après, c'est Retailleau, donc ça fait moins plaisir. Selon Frédéric Dabi. Qui est Frédéric Dabi? Pourquoi il a déjà parlé? Directeur général. Je m'en fous. Il est directeur général, pas scientifique. Attends, petite parenthèse, il a fait quoi, Frédéric Dabi? Un analyste politique. Pourquoi? Spécialiste, précision nécessaire. Sociologie politique et analyse des comportements électoraux. Ok, il suit la sociologie politique et la communication. C'est quand même étonnant de voir à quel point il y a des communicateurs politiques dans les instituts de sondage. Quoi? Ah non, 2000, ok. Institut CSA. CSA était pas à chier en 2000. Donc directeur d'études. Mais il est nommé par qui? Voilà. En mai 2018, il participe au forum Jam Israël. Pourquoi c'est là? En 2021, il est nommé directeur général du groupe IFOP. Oh, trop bien, il fait des masterclass. Ouais, bah vu ce qu'il dit, je fais pas confiance. Il a aussi verrouillé sa candidature. Mais en plus, tu peux pas faire ce statement. Enfin, je comprends pas. Déjà en science, c'est compliqué de dire qu'un phénomène, enfin surtout en sociologie, on fait pas de sociologie prédictive, donc c'est compliqué de dire qu'un phénomène va continuer sur le temps long. On n'est pas des voyants. Voilà. Il y a des faisceaux d'indices qui peuvent nous pousser à penser qu'un phénomène va perdurer. Par exemple, pas ça. Moi, ce que je comprends, c'est que il y a 6 mois, son pronostic, il était à 43%. Et que 6 mois après, il a gagné 11 points. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un pic qui va certainement redescendre. Peut-être dû à une forte exposition médiatique, justement. Ça me laisse penser l'inverse de ce que dit le directeur général.
Après, qui suis-je? Bah, quelqu'un qui a de l'expérience aussi, un peu. Peut-être moins, mais un peu. Faisant de lui le représentant le plus probable de son camp. Et pourquoi il donne son avis sur tous les groupes politiques sauf le RN? Et d'ailleurs, il commence par le RN. Bon, ça se justifie parce que c'est là qu'il a eu les plus gros résultats, mais en même temps, si t'avais pas été à chier dans ta méthodologie, t'aurais pas eu les plus gros résultats pour le RN. Voilà tout. À gauche, le constat est inverse. Aucune figure ne s'impose durablement. On se demande pourquoi, mais on va pas revenir à chaque fois sur les manquements des méthodologies des instituts de sondage, en particulier de l'IFOP, qui sous-représentent la gauche. Bon. Qui sur-représente l'extrême droite surtout. Dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon pousse à une place centrale. Oui, bon, bah, ça a été confirmé, hein, du coup. 57% juge sa candidature probable. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que les gens ont l'air très... Trop marche militaire, ça. Merci. Les gens sont très polis. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas un sondage... En fait, il y a un phénomène. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au sondage d'intention de vote, les gens ont tendance à surdéclarer ce qu'ils vont voter. C'est-à-dire qu'on sous-représente l'abstention. Et en fonction de comment on va interroger, on surreprésente l'extrême droite aussi constamment. C'est autre chose. Mais les gens sont un peu réticents quand même. Parce qu'ils vont se dire, bon, voter, ça aura des conséquences quand même. Alors, moins quand c'est un sondage, parce que le sondage n'a pas de conséquences, mais le sondage va être médiatisé, ce que je vais dire va servir à un discours politique, donc je vais réfléchir avant, et on a rarement des personnages qui ont plus de 60%, quoi. Jamais, d'ailleurs. Là, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un sondage d'intention de vote, c'est est-ce que vous pensez que la candidature va exister? Et pourquoi on n'a pas au-dessus de 60%? Vraiment, il y a moins de 60% des Français qui ont dit que Jean-Luc Mélenchon sera là à l'élection présidentielle. C'était quand même très 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 probable. Toutefois, seuls 16% souhaitent le voir se présenter. Non mais vous êtes ridicule là. Souhaitent le voir se présenter. Ça veut dire que... Parce qu'il y a des gens qui peuvent souhaiter le voir se présenter sans pour autant voter pour lui. Donc t'estimes qu'il aura moins de 16% à l'élection. Et tu te dis, je vais publier ça, il n'y a aucun souci. Les deux premiers sont l'extrême droite. Mélenchon à moins de 16%. Mon sondage est crédible. Je ne serais pas d'accord avec toi. Contre 72%, ils ne souhaitent pas du tout. Cependant, au rejet le plus élevé. 72% des Français rejettent Mélenchon. Ah oui. Non. Non, sinon il serait mort en fait. Tu te rends compte que c'est 72% des Français? Parce que on peut dire c'est pas tous les Français machin et tout, mais ils se revendiquent représentatifs, hein. Donc c'est la conclusion de leur truc. 72% des Français détestent Jean-Luc Mélenchon. Ils veulent pas le voir. Ça fait beaucoup d'ennemis. A l'inverse, François Ruffin progresse de 4 points. Restant comme une alternative crédible au sein de la gauche. Vous êtes fous. Les gens... Voilà. Ma conclusion à cette conclusion, c'est que ces 3 personnes sont de droite, au moins. Ces 3 personnes n'ont aucune conscience de ce qui se passe à gauche. C'est impossible, je ne peux pas croire autrement. Enfin, certaines personnalités issues de la société civile, comme Michel-Édouard Leclerc, ou Patrick Sébastien, 15%? Non, va te faire foutre. Tu te dis, oui, d'après mon sondage, Patrick Sébastien a autant de souhaits de candidature que Jean-Luc Mélenchon.
Mais ça va pas. Si t'as un intérêt non négligeable. Toutefois, leur score de pronostic reste faible, signe d'un manque de crédibilité électorale. Les Français ont intégré qu'ils ne pourront pas aller au bout. Au bout de quoi? Frédéric Dabi, sois clair dans ce que tu dis. C'est ton travail. Tu peux pas conclure ta conclusion dans le dernier paragraphe qui parle de Patrick Sébastien en disant, comme le souligne Frédéric Dabi, les Français ont intégré qu'ils ne pourront pas aller au bout. Ou alors c'est une mise en abîme de ta phrase, et dans ce cas-là tu es très drôle, mais tu n'as pas été au bout de ta phrase. Pas aller au bout de quoi? Au bout de leur candidature peut-être. Bah, mets vraiment le sujet dans la fin de ta phrase. Hein. Et pourquoi ils n'iraient pas au bout de leur candidature? Ils pourront ne pas être élus, mais ça n'a rien à voir avec les souhaits de candidature. Bon. Ok. J'ai beaucoup été pas d'accord, j'ai beaucoup pas compris, et ça a beaucoup pas été clair. Mais, pas d'inquiétude, il y a les résultats en document à télécharger. Je l'ai fait. Oula, attention, trigger warning, Le Figaro. Voilà, on cache. Ah, faut bien se rappeler, mais il est encore là. Faut bien se rappeler que c'est eux qui ont payé quand même. Hein. Et on se le rappelle à chaque fois qu'on voit les résultats, évidemment. Frédéric Dabi. La méthodologie. Petit 1. Alors oui, on voit déjà leur communication à eux. Après, on verra ce qu'ils n'ont pas voulu communiquer. Notice technique. Notice technique, c'est chiant. C'est pas joli. Et pourquoi la musique est encore trop forte? Je vous pose la question. Je vais faire l'inverse. Je vais mettre comme ça. Et comme ça pour vous. Le document présente les résultats d'une analyse. Non, je suis bien d'accord. Pas d'une analyse, d'une étude réalisée par l'IFOP. Oh là là, elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Source. Moi. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction. C'est bien de le noter. En vrai, c'est bien de le noter. Juste, note-le dans ta conclusion, dans les communications que tu fais. Parce que là, c'est pas ce que j'ai compris. Tu ne parles que de 2027. Donc on dirait beaucoup une prédiction quand même. Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord express de l'IFOP. J'ai leur accord. Étude réalisée par IFOP pour Le Figaro. Oh, ils sont encore là. Alors, comme la dernière fois, il y a quelque chose qui me choque avec les échantillons de 1000 personnes. Parce que c'est le minimum pour être crédible, mais tu ne l'atteins jamais. C'est un peu comme vouloir mettre 30 balles dans la pompe à essence. C'est quand même rare que tu atteignes 30,00. C'est la même chose pour un échantillon. C'est-à-dire t'envoies le truc à ton panel, tu l'envoies pas à un panel de 1000 personnes, parce que sinon tu n'auras pas 1000 réponses. Tu l'envoies peut-être à 3 à 4000 personnes, et tu récupères tous les répondants jusqu'à 1000, et à 1000, tu bloques le truc. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que, il y a toujours 2-3 personnes qui étaient en train de répondre au questionnaire, et tu ne jettes pas leurs réponses, tu les intègres. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je ne peux m'empêcher de me dire que quand il y a 1000 tout pile, les quelques personnes en plus, tu les as retirées. Voilà. Et si tu as retiré des personnes, comme tu en as le droit, parce qu'on n'attend pas que tu fasses plus de 1000, et bah pourquoi tu les as retirées? Et je me dis, pour faire plaisir à la personne qui te paye. Donc voilà, et ça se confirmera plus tard. 1000, il y a bien un redressement. Je vais réexpliquer en quoi c'est important. Mais pour l'instant, restons sur 1000. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas. Sexage, profession de la personne interrogée. Pré-stratification. Encore une fois, le minimum, mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. On n'attend pas plus.
moins aurait été vexant. Les interviews ont été réalisées par des questionnaires auto-administrés en ligne. Donc, un mail. Du 29 au 30 avril. Le 29 et 30 avril. Bon. 29 au 30 avril. Notre ami calendrier.fr va nous avouer que c'est bien au milieu de semaine, n'est-ce pas? Voilà. 29 et 30 avril, mercredi, jeudi, on a l'habitude. Donc encore une fois, on sait qui va être surreprésenté. Et ça n'a pas loupé, l'extrême droite est devant. Ce serait bien qu'ils apprennent de leurs erreurs quand même. Hein. Oui, faire des enquêtes en milieu de semaine surreprésente les personnes qui ont les horaires les plus flexibles, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas par choix, et qui sont précaires, ou bien ceux qui travaillent aux horaires qu'ils veulent et qui sont très riches. Les deux se rejoignent sur une extrême droite. Extrême droite qui est toujours surreprésentée. Et c'est pas le seul biais, mais j'ai fait tout un stream dessus, donc... Intervalle de confiance à 95% de chance. Ça ne fonctionne pas, car il y a un redressement. Ce serait bien que les gens l'apprennent aussi. Légalement, ils sont obligés de préciser les marges d'erreur. Marges d'erreur qui sont vraies pour des échantillons de 1000 personnes. Quand on observe un pourcentage, en vérité, il se situe dans une marge d'erreur plus ou moins, voilà. Il donne un exemple. Si on mesure 10%, la marge d'erreur est à 1,8. Donc le vrai est à moins 1,8 ou plus 1,8. C'est une marge d'erreur. Mais ça n'est vrai que s'il n'y a pas de redressement. C'est-à-dire si on n'a pas donné plus d'importance à une réponse qu'à une autre pour être dans les quotas. Or, ils l'ont fait, donc la marge d'erreur est bien supérieure à ça. Les données du présent document, qu'est-ce que c'est? Ah, aide à la lecture des tableaux de croisement, ah oui. Les données du présent document correspondent aux pourcentages de citation de chaque réponse auprès de l'ensemble de l'échantillon ensemble. Macroniste? Et de toute catégorie de population. En colonne, les modalités de réponse. Réponse A, hop 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 hop. En ligne, les sous-populations. Hommes, hop 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 hop. Exemple de tableau, on s'en fout. Je vous ferai des exemples car je sais lire des tableaux croisés. Le souhait et le pronostic des candidatures à l'élection présidentielle 2027. Alors voilà, on a notre réponse. Pour chacune, notre réponse, voici la question. Pour chacune des personnalités suivantes, c'est vous qu'elle se... Voilà. Donc, pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu'elle se porte candidate à la prochaine élection présidentielle? Non, alors, non. IFOP, ça suffit. Il me saoule. À chaque stream. Et y a pas que l'IFOP, mais c'est surtout eux. À chaque stream, l'IFOP, ils essayent de mettre l'écriture inclusive. Et ils le font pas bien. C'est fou de pas y arriver à ce point-là. Prenez des cours. Non, on ne dit pas impersonnalité. Donc elle se porte candidate. Là, il n'y a pas lieu d'y avoir l'écriture inclusive, c'est féminin. Bon, puis l'écriture inclusive entre parenthèses, c'est vraiment un truc de droite. Chacune des personnalités suivantes, pensez-vous qu'elle pourra finalement être candidate à la prochaine élection présidentielle? Une personne, c'est féminin. Bon. Récapitulatif total, oui. Jordan Bardella. On retrouve le 44%. Donc attends, la question de pronostic, c'était... finalement être candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc la crédibilité et le souhait, finalement. Donc normalement, dans les extrêmes, il y aura une forme de rejet, donc une grande différence entre les deux résultats là.
qu'on constate chez Bardella, qu'on constate moins chez Marine Le Pen. J'essaie de donner de la crédibilité à des résultats qui n'en sont pas, hein, mais... Bruno Retailleau, on dirait qu'il est d'extrême droite avec ce résultat. Ce serait étonnant. En fait, on dirait que tout le monde est d'extrême droite. Il y a trop de différence entre les deux. Où est-ce qu'il y a un basculement où il y a plus de pronostics que de souhaits? Ah oui, non, mais partout, en fait, il y a plus de pronostics que de souhaits. Mais où est-ce qu'il y a plus de souhaits que de pronostics? Là. Bah, il n'a pas été testé. Mais on s'en fout de lui. Pardon. Mais en plus, j'aime bien, il disait qu'il n'était pas crédible. Mais en vrai, il a un résultat tout à fait comparable aux autres. Hein. En particulier à... Bali Bagayoko qui est si bas. Non mais... Allez vous faire foutre. Surtout en ce moment, enfin si tu poses la question en ce moment, on parle beaucoup de lui. Il devrait être surreprésenté dans un bon sondage. Là, tu veux pas me dire que son pauvre 10 points, là, c'est surreprésenté. Ah mais alors ça, par contre. Jean-Luc Mélenchon a 7 points de souhait de... 16% de souhait de candidature. Sur les 1000 personnes, il y en a 16% qui ont dit qu'ils voulaient le voir. Et une majorité qui ont dit qu'ils allaient le voir. Vous avez bien raison. Bravo à vous. Le souhait de candidature. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu'elle se porte candidate à la prochaine élection présidentielle? C'est pas la même question? Si. C'est un focus du coup. Appel novembre. Ensemble des Français. Sympathisants. Ah oui. Donc ils demandent la sympathie électorale. On va voir la gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est vraiment le résultat qui me semble le plus ridicule. C'est le mot. Ridicule. Bon, tous les résultats de gauche hein, dans ce sondage, genre Éric Zemmour-Sio, vraiment. Tous les résultats de gauche me semblent ridicules, mais Jean-Luc Mélenchon. 33, 11, 11, 6. C'est quoi? Souhaitez-vous qu'elle se porte candidate? Pourquoi 6%? Pourquoi 6% des sympathisants RN ont souhaité que oui? Il y a toujours des petits artefacts comme ça, mais c'est compliqué d'expliquer là, vraiment. Sympathisants électeurs de gauche. 33%. Mais c'est quoi? C'est vraiment des pourcentages? Ou c'est des parts? Mais non, il y a 91. Et vous êtes ridicule. Genre, 91% des sympathisants RN ont voulu que Bardella se présente, ok. Mais pourquoi il n'y a pas l'extrême gauche? Pourquoi c'est déséquilibré? Il y a vraiment une partie RN, l'extrême gauche n'existe pas? Non mais, là vraiment... ça veut dire qu'ils n'ont pas compté l'extrême... Attends, ça change tout. L'appartenance à l'extrême gauche n'était pas comptée dans ce sondage? Attends, il y a vraiment... Parce que s'ils n'ont pas pris en compte l'extrême gauche, ça veut dire que dans le regroupement qu'ils font après et dans la méthode des quotas, ils ont ignoré une partie du cadre politique. Ça veut dire que non seulement leur méthodologie surreprésente l'extrême droite, mais qu'ils ont volontairement ignoré une partie de la gauche. Comment ça? Parce que là, tu représentes pas l'extrême gauche qui aurait fait basculer les résultats, peut-être. Et ça se justifie pas, ça. C'est pas une erreur. C'est malhonnête. Principe de candidature de différentes personnalités. Ils ont demandé à quel point, machin... Non mais là par contre c'est grave.
Tu peux pas faire ça. Bah, tu... IFOP, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. L'échiquier politique ne se divise pas en 4 catégories. Ou alors il n'y a pas de bloc central, quoi. Il y a extrême gauche, gauche, droite, extrême droite. Mais pourquoi en plus ils ont fait un regroupement gauche, mais pas divers droite? Juste LR. Je comprends pas leur regroupement. Et en même temps, je le comprends un peu. Je vais donner mon avis. Ce regroupement-là, ça va regrouper toute la gauche d'un côté. Peut-être en incluant l'extrême gauche, mais du coup, tu l'as pas compté. Donc, tu peux pas être sûr que tu es représentatif de la population française parce que t'as pas la même façon de compter que les documents auxquels tu vas te référer pour être représentatif. Bon, regrouper toute la gauche, en sachant que elle est pas uniforme, hein, contrairement à la droite. Regrouper tout le bloc central dans un bloc que tu ne définis pas vraiment. Mettre juste LR à la droite et RN à l'extrême droite, c'est le meilleur moyen de mettre la droite devant. Et j'irai plus loin, ça ne peut pas ne pas être volontaire. Alors, peut-être pas l'IFOP qui a choisi, mais c'est quand même commandité par le Figaro et Sud Radio, qui sont pas de gauche. Donc, je n'aurai pas la même conclusion que l'IFOP. Je ne dirais pas que Bardella a 77% de souhait de candidature, mais plutôt que l'IFOP a été, d'une façon ou d'une autre, pas très transparent cette fois-ci. Ça, c'est la fiche technique. Finalement, je pense que je n'en aurais pas besoin parce que c'était déjà très dur là. Mais on peut voir les redressements qu'ils ont fait. Donc, ils l'ont fait en fonction du sexe. Oui, c'est vrai, on appelle encore ça sexe. 18 à 22 de l'âge, oui, du coup. C'est dégueulasse. Mettez des espaces. Enfin, ou alors, n'en mettez pas, mais faites pas les deux. De la région. Pourquoi il y a des chiffres à côté? De l'agglomération, des professions. Ah, il compte les anciens. C'est bien, tout le monde ne le fait pas. Présidentielle 2022, premier tour. Ah oui, donc ils ont fait par rapport aux élections. Donc dans les redressés, il y a beaucoup plus... Donc ils ont accordé beaucoup plus d'importance aux votants de Mélenchon. Donc ils ont sous-représenté dans leur échantillon les votants de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on a constaté. Oh là! Alors ça c'est dur à justifier aussi, hein. x2. Et c'était l'IFOP qui avait fait un x7 ou je sais plus là. On avait vu dans le dernier stream. Leurs redressements ils sont toujours fous. Ils ont surreprésenté l'extrême droite, on l'a bien vu. Ils ont surreprésenté très légèrement la droite, mais ça va. Sous-représenter le bloc central. Pourquoi ici on voit qu'ils ont posé la question de l'extrême gauche, mais qu'ils l'ont jamais mis de manière transparente dans leurs résultats? Alors légalement, pour que ça passe, pour avoir un espoir que ça passe à la commission des sondages, ils étaient obligés de mettre tout ça. Sauf que, après ils font ce qu'ils veulent dans leur regroupement. Donc ils ont regroupé toute la gauche. Ils ont regroupé ça. Ils ont séparé divers droite et LR. Et ils ont séparé RN.
C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Je sais pas si c'est eux qui ont fait ce choix. RN et Allié. Ok. Allié, ça porte quand même. Je sais pas. J'aurais pas choisi ce terme. Droite souverainiste. Extrême droite reconquête. Divers. Donc il y a 2 extrêmes droites. 2 catégories extrême droite. Quand même. Et une seule droite. Ça va pas alors. Mais je sais pas si c'est eux qui l'ont fait ou s'ils l'ont tiré de quelque part. Pour chacune des personnalités suivantes, machin, ça c'est la question qu'on a vue. Bon, du coup, ça on a vu aussi. Ça c'est les regroupements. Les redressements, pardon. Retailleau. Ils l'ont surreprésenté. Avec Zemmour aussi. La chose qu'on regarde, c'est le taux de réponse brut. C'est ouais, on voyait rien en fait. Prenons Raphaël Glucksmann par exemple. Non, y a pas un mec d'extrême droite là? Ou une meuf? Ça c'était pas mal. Ouais, non, j'ai pas envie de montrer Eric Zemmour. Là, ça se voit pas assez. On voit que ça représentait très bien l'extrême droite, hein, par contre. Il n'y a pas... Bernard Cazeneuve, j'avais même pas vu qu'il était là. Jean-Luc Mélenchon, voilà. C'est là où ça se voit le mieux, hein, c'est pas... Voilà. Leur échantillon, c'est ça. C'est le brut. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé un certain nombre de questionnaires, ils en ont récupéré 1000 remplis, et ils ont tiré ces résultats-là. Pour être représentatif, il fallait qu'ils s'accordent sur le fait que leurs résultats devaient correspondre à la structure de leur échantillon, donc le profil des répondants devait correspondre au profil des Français moyens d'une manière générale. Autant en termes de profession que d'âge, c'est ce qu'on a vu au-dessus, toutes les caractéristiques des... mais aussi les votes en fonction de la dernière élection présidentielle. Donc, leur échantillon c'était ça. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient trop Mélenchon. Puis, ils ont redressé. Donc, ils ont donné plus d'importance aux réponses des gens qui ont voté Mélenchon. Pour que ça corresponde. Un truc assez classique, mais encore une fois, c'est très dur à faire. Et je ne fais pas confiance à l'IFOP pour le faire en une semaine. Ça prend des mois à faire. Si on le fait bien. Donc, ce que ça veut dire, c'est que leur échantillon avait trop peu de répondants votants de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas de sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. Et donc ils l'ont sous-représenté. On n'a pas accès à toutes les subtilités de l'esprit des gens qui votent Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut dire que là encore, dans ces chiffres-là, bon, faire un bond de 2 points, c'est dur quand même. Mais c'est pas du jamais vu. On peut dire ok. Simplement, si on applique cette méthode, le superbe tableau qu'ils ont fait pour nous dire les marges d'erreur et tout, ça, bah c'est pas vrai. Ça dépend beaucoup de la méthode que tu as utilisée pour faire ton redressement. Et en vrai, ça explose très vite. La marge d'erreur peut être très très grande. Mais en plus, en vrai, c'est un super tableau pour faire vraiment une base légale de prendre des pincettes quand tu utilises ton résultat. Mais c'est très peu suffisant selon moi. Tous les instituts de sondage qu'on a vus jusque-là ont des marges d'erreur bien supérieures parce qu'ils ont une méthode qui laisse à désirer. Ça, c'est la marge d'erreur qu'on aurait en sciences. Les instituts de sondage font pas de la science, ils font de la communication. Comme le prouvent les diplômes qu'ont tous les directeurs de ces instituts-là. Hein. Tout simplement. Voilà. J'en ai fini pour le truc de l'IFOP. Ça m'aura pris 1 heure.
Mais c'est vraiment un truc que j'ai vu passer un peu partout. Moins d'une heure, 45 minutes. Que j'ai vu passer un peu partout. Et c'est vrai qu'il était pire que d'habitude. Ouais. Mais surtout dans sa communication. En fait, l'IFOP, ça fait un moment qu'on en parle. Et dans leur méthodologie, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer, mais en même temps, c'est le marché de l'opinion qui est comme ça. Je dis pas que c'est pas leur faute, hein, mais voilà. Les autres font pareil, et je dis pas que ça diminue non plus leur responsabilité. Mais bon, bref, le marché de l'opinion est à chier partout. Par contre, là, l'IFOP met un pied dans quelque chose qui me plaît moins, c'est qu'ils sont à la fois de moins en moins transparents, et en même temps, leurs choix méthodologiques sont de plus en plus discutables à tel point qu'on se demande si c'est pas volontaire. Donc, l'IFOP va certainement se faire racheter par un milliardaire, si c'est pas déjà le cas. Je sais pas à qui appartient l'IFOP. Je crois que ça reste... Ça va? Je sais pas en fait. C'est une bonne question. IFOP. Demandons à Wikipédia, hein, pardon, mais j'ai pas le temps de... Pas le temps de niaiser. Création en 38. Actionnaire LFPI Gestion. Ok. Donc c'est flou quoi. J'aime pas du tout ce genre de site. Gestionnaire d'actifs, ouais, donc c'est une couverture, c'est ça? On ne saura pas à qui ça appartient. On peut aller voir la direction. Même si, encore une fois, dans le marché de l'opinion, ce qui compte le plus, c'est... Oui, l'allégeance du directeur, forcément, parce que c'est lui qui va donner l'axe, mais aussi le commanditaire. Qu'est-ce que l'IFOP? C'est ce que j'aimerais savoir. Bon, ça appartient à des milliardaires, comme toutes les sociétés françaises, mais on ne sait pas lesquelles. Bon. Voilà, l'IFOP, on va arrêter d'en parler, c'est déjà pas mal. Passons sur autre chose. Un autre sujet que je voulais aborder. Plus une conclusion qu'autre chose. Je pense pas que ça durera très longtemps. Mais... qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'avais effleuré ça la dernière fois, mais en fait c'est de pire en pire. Pourquoi tout le monde se met à faire des sondages sur l'IA? Qu'est-ce qui se passe? Pas n'importe laquelle, hein. L'IA générative. Ça c'est un sondage du CNC. Quelles sont les opportunités à long terme de l'IA dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel? Mais... ça va pas? Voilà, ça nous permet de reprendre les bases de comment on fait un sondage. Comment on fait un questionnaire surtout. Dans un questionnaire, il faut se dire que quand on pose une question, il y aura autant de gens qui vont se dire que la question est bien que de gens qui vont se dire que la question n'est pas bien. C'est-à-dire que quand on fait des modalités, donc ce que les gens vont cocher là, il y a autant de modalités qui sont en faveur de l'orientation de la question, parce que c'est pas grave si la question... Enfin, faut éviter. Mais la question sera toujours orientée, c'est plutôt ça. Donc là, la question est orientée dans le sens où opportunité, c'est plutôt le champ lexical de quelque chose de positif. Long terme, pareil, c'est-à-dire que l'IA s'installe et ça offre des opportunités. C'est le constat de la question. Il y a des opportunités qui vont arriver. Lesquelles? D'accord? Donc il y a une partie des gens, au moins, enfin voilà, moitié-moitié quoi. Il y a une partie des gens qui vont se dire c'est vrai, il y a des opportunités, donc je vais choisir l'opportunité que je considère étant la meilleure dans cette liste de questions. Ou autre. Mais il y a autant de gens qui vont se dire que la question n'est pas bien, et moi je ne considère pas que... c'est pas un statement personnel, mais... les gens qui vont se dire je ne considère pas que l'IA
offre des opportunités à long terme. Donc il faut aussi les représenter dans les modalités. Et ça ne fonctionne pas, même s'il y a des questions à côté, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit équilibré dans la même question. Et c'est aussi une technique pour qu'il y ait le plus de réponses possible. Donc, faut mettre toutes les opportunités négatives que ça offre, donc les désavantages ou les externalités ou ce qu'on veut, mais ou les opportunités que ça gâchera peut-être, en termes d'environnement par exemple, ou de marché du travail. Donc ça ne fonctionne pas, et en même temps, j'ai pas accès à tout, parce que le questionnaire du CNC est terminé. Mais c'est plus que j'ai vu passer ça, et je me suis dit, c'est vrai que l'IA, les gens en parlent beaucoup. Bon, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et après, j'ai recherché le sujet dont on parlait tout à l'heure. Donc j'ai été voir sur l'IFOP et tout, j'ai recherché leur sondage dont on a parlé il y a 5 minutes. Et sur la front page de l'IFOP, il y a ce genre de truc. Alors là, j'en parle parce que vraiment j'étais sur l'IFOP, quoi. Donc voilà. Mais pourquoi tout le monde se met à parler de l'IA? Pourquoi elle est partout? Surtout que, pour moi, là c'est un statement personnel, l'IA, pas trop, mais là où elle pose le plus de problèmes, c'est l'IA générative dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Vraiment là, non. Là non. Je ne tolérerai pas. Et l'IA pour booster les entreprises, soit pour remplacer le management, qui est déjà pas quelque chose de bien, je trouve, actuellement, dans l'état actuel des choses, ou pire, pour analyser tout seul les résultats d'un sondage. Comprendre l'être humain par des algorithmes qui seront de plus en plus obscurs, c'est une des pires idées. Parce que, surtout s'il y a, par exemple, sur ce que l'humanité produit déjà, ça va pas être facile. C'est pas des scientifiques qui vont programmer les algorithmes. Donc je ne veux pas que l'interprétation classique des statistiques devienne l'interprétation de l'INSEE. Non, si, pardon. De l'IFOP. Mais je pensais justement à ce que fait l'INSEE qui est de meilleure qualité quand même. Et en même temps, je veux pas que l'interprétation des statistiques soit uniquement l'interprétation de l'INSEE non plus. Pour moi, c'est bien qu'il y ait plusieurs méthodologies qui coexistent, comme ça on peut se faire un avis sur les méthodologies. C'est pas parce qu'on chie sur une méthodologie qu'on veut pas la voir. Souvent si, c'est mon cas. J'aimerais bien que les gens arrêtent d'être des merdes. Mais au moins ça nous fait réfléchir à quoi ne pas faire. C'est déjà bien. Donc j'ai pas envie de lire tout ça, je sais même pas ce que c'est, juste j'ai vu ça sur la front page. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un sujet quoi. L'IA générative dans le cinéma et l'audiovisuel, c'est une chose. L'IA générative pour comprendre la société humaine, là non. Il y a vraiment plein de trucs de l'IA sur l'IFOP. Mais, ça n'est pas les seuls. Et alors, je ne vais pas faire le tour de tous les instituts de sondage. Tous ont des petits encarts IA en ce moment. Mais surtout, j'ai compris d'où ça venait. Parce que c'est pas les seuls. Et l'INSEE résiste face à l'IA. Parce que ça n'a pas sa place en science pour le coup. À la limite, le seul endroit où ça peut avoir sa place, c'est dans la rédaction. Mais c'est envoyer les données de tes recherches sur des bases de données dont l'IA va se nourrir, donc c'est pas incroyable non plus. Enfin, je suis contre, évidemment. Pas besoin de préciser, mais la rédaction, même si c'est quelque chose de super chiant, ça reste la façon avec laquelle on va organiser ses idées. Donc c'est aussi quelque chose qui va permettre de s'identifier à un écrivain, un auteur, en sciences autant que dans n'importe quelle littérature. Et l'organisation des idées, c'est aussi quelque chose qu'on peut critiquer, et en sociologie particulièrement, quelque chose qu'on peut analyser.
Je pourrais retrouver, mais c'est comme... c'est plus de l'analyse de la communication, là, mais... j'avais vu un truc de l'INSEE qui disait comment analyser la société d'aujourd'hui avec un mec noir. Ok. C'est ça le plus représentatif de la société d'aujourd'hui. Ça fait très penser grand remplacement. C'est très droite en tout cas. La société d'aujourd'hui, c'est plein de gens, justement. C'est ça qui est bien. Pas un mec noir. Et en même temps, ça faisait très zoo humain et tout. Enfin bon. Et voilà, je ne doute pas que leurs illustrations sont faites en IA. Hein, ça c'est pas une photo, ça. Et aussi, ça, c'est la société d'aujourd'hui, ça. Ça, c'est que des blancs, ça. Et on retrouve les 1003 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ils ont pas éliminé les 3 supplémentaires. C'est quoi juste ces trucs? Tableau des personnalités, c'est drôle qu'il y ait que des blancs. Bon, l'IFOP, tu es raciste. Mais pour parler de l'IA, parce que l'IA est la première à être raciste, voilà. C'est une initiative du gouvernement français qui date de octobre, je sais plus. C'est quoi le 9e mois? J'ai des problèmes avec les listes. Du 18/09/2025. En plus, je cache un peu. L'article date du 18/09/2025. Qui est une communication de l'actualité du gouvernement, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, ministère de l'action et des comptes publics. Voilà. C'est tellement macroniste, tous ces trucs. Ministère de l'action. Ferme ta gueule. Je me pose... Non mais en vrai c'est pas gentil ce que j'allais dire. Je me pose la question parce que... Pourquoi copyrighter ça? Enfin, c'est pas très dur à faire quoi, mais en même temps il y a des gens qui sont payés à faire ça donc non. Sauf si c'est fait par IA. Il y a été un levier de compétitivité. Allez ta gueule. Ah ça me saoule. Ah non en fait je veux pas lire ça. Je peux pas. Je suis allergique. Un gain de productivité. C'est la première chose que tu mets en avant. T'es l'État. T'es le bien commun. Bon, voilà, en tout cas, les chiffres clés que l'État veut mettre en avant pour 2030. J'en ai pas spécialement entendu parler, mais ça explique pourquoi toutes les entreprises qu'on voit mettent l'IA en avant. C'est une volonté de l'État de diffuser l'IA dans les entreprises. Pour 2030, 100% des parts des grands groupes français utiliseront l'IA. 80% des parts des PME et ETI, je sais plus ce que c'est, utilisant l'IA. 50% des très petites entreprises. Pourquoi imposer l'IA partout? Bah je sais pas. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de... Voilà, de prérogatives différentes en fonction des marchés différents. Ils veulent vraiment l'IA partout, indifféremment. Parce que je peux comprendre l'IA, l'utilité de l'IA, bon, déjà, impact écologique, voilà, bon, ok. Mais dans l'intérêt pur, je peux comprendre l'intérêt pour la comptabilité, par exemple, la programmation, des fois. Mais encore... Et enfin, peu importe où est-ce qu'on veut le mettre, tout ça ne passe que par une réforme du marché du travail, évidemment, parce qu'il n'y a pas question que l'IA vole un train de vie de quelqu'un. Mais un travail, peut-être. Si par exemple... bon, allez lire Bernard Friot. Si par exemple on payait tout le monde pour vivre, l'IA pourrait remplacer tout le travail, serait peut-être pas souhaitable d'un point de vue écologique, mais...
Diagnostic Data AI. Tag solution. Les prêts. Ils font des prêts pour intégrer l'IA. Soutien de l'État à la création de nouvelles solutions. L'appel à projet France 2030, accélération des usages de l'IA générative. Ah non mais... Va te faire foutre l'État. Voilà. Je le dis. Va te faire foutre le gouvernement. Je vais l'enregistrer quelque part. Ce sera mon gimmick. Ah non, je peux pas montrer ça. Ça va spoiler. Attendez. Éloignez-vous. J'enregistre ça. Ce sera mon gimmick. À chaque fois qu'on verra de l'IA, on se rappellera la volonté de l'État pour 2030. Bon, j'ai plus envie de parler de l'IA. Adobe. Étude des statistiques sur l'IA dans l'industrie créative en France. Soupir. Ah oui, je l'avais pris parce que c'est une bonne conclusion. Et que j'ai pas envie de chercher les sources. En fait, pour moi, on n'a pas assez de recul pour faire des sondages sur l'IA. Enfin, on n'a pas assez de recul pour faire des enquêtes sur l'IA, on peut faire que des sondages. Et les sondages c'est super, mais pas du tout. donc tous les chiffres qu'on a en ce moment, soupir. Donc on s'en fout de savoir les sources, en fait, on sait que les chiffres vont pas être crédibles. Mais là c'était rigolo de se dire 39% des Français utilisent l'IA générative. Moi j'aime bien parce que je me pose la question, est-ce que c'est volontaire ou pas? Comment la question a été posée? Est-ce que vraiment ce sondage pense que 40% des Français utilisent ChatGPT régulièrement? Est-ce que 40% des Français ont été confrontés à l'IA générative à un moment dans leur vie? Dans ce cas, ce serait pas beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'aime bien parce que tout à l'heure, c'est finalement, il y a un fil conducteur. Tout à l'heure, on a parlé de l'IFOP, où on ne sait pas s'ils travaillent pour la droite ou l'extrême droite. Peut-être. Bah, si, on sait qu'ils travaillent pour eux. On ne sait pas s'ils ont été influencés par eux, très certainement. Là, on sait que Adobe est lobbyiste pour l'utilisation de l'IA. Donc, ce ne sont que des chiffres orientés. Mais les chiffres posent toujours beaucoup de questions, même quand ils viennent de la pire des sources. 65%, oui, puis ça a cité le CNC aussi. Donc j'ai pas pu trouver le reste de l'enquête, mais on a quelques chiffres quand même. 65% des professionnels de l'audiovisuel ont expérimenté l'IA. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont aimé ou pas? Et pourquoi ils ont expérimenté? C'est eux qui ont été chercher l'expérimentation? C'est le management qui leur a dit d'essayer? Ou c'est des séminaires d'entreprise? Ou c'est Adobe qui a mis l'IA dans leur logiciel sans leur dire? Comme fait Google dans Chrome, actuellement, aujourd'hui. 34% de l'ensemble des titres livrés sur la plateforme Deezer étaient entièrement générés par l'IA. Mais c'est souhaitable? Et pourquoi Ipsos? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? C'est pas un sondage. Vous n'avez pas demandé à l'IA si c'est elle qui a mis les trucs. Factuellement, vous avez juste besoin de la base de données de Deezer, non? Pourquoi il y a Ipsos? Ipsos, c'est un institut de sondage. Vous n'avez pas demandé aux utilisateurs de Deezer combien de pourcentage de titres ils écoutent a été fait par l'IA. C'est pas ça le sens de cette phrase. Non. Le marché français de l'IA générative passera de beaucoup à beaucoup trop d'argent. Bon. Je veux bien y croire là. C'est pas un souci. Par contre, le coût aussi du développement du marché français de l'IA générative. Le coût écologique par exemple. Le coût social aussi. Adobe est le troisième outil d'IA le plus utilisé par les pros de l'audiovisuel. Bon, ça je m'en fous. 10% des Français, des professionnels de l'audiovisuel, se disent satisfaits de l'IA. Ah bon?
Comment ça? Le seul moyen qu'on ait obtenu 71% de satisfaction parmi les professionnels de l'audiovisuel, c'est qu'on ait demandé utilisez-vous l'IA? Si oui, êtes-vous satisfait? Là, je comprends qu'il n'y en a que 30% qui ne soient pas satisfaits. Mais sinon, je ne pense pas que la question ait été posée comme ça. 56% des Français n'ont pas confiance dans l'IA. Oui, donc dans ce cas-là, soit les professionnels de l'audiovisuel sont pas représentatifs des Français, ce qui est le cas, mais pas dans ce sens-là. Soit il y en a qui n'ont pas confiance mais qui l'utilisent quand même. Oh, le baromètre du numérique. Attends, c'est qui fait ça? L'Arcom? Oui. On en parlera. On fera, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on fera un truc sur les baromètres. 97% des Français sont incapables de faire la différence entre une musique entièrement générée par l'IA et une musique entièrement créée par des humains. Oui, mais est-ce que c'est souhaitable? Je suis bien d'accord. Hein. Bon, 97% c'est peut-être un peu beaucoup. Mais Mais oui. Mais donc, c'est pas bien. Si? On veut que la musique générée par IA remplace la musique créée par des humains? Ou pas? Est-ce qu'on remet en question les résultats? Ou on les présente juste parce qu'on est un lobby? Bon, question elle est vite répondue. 83,7% des professionnels français, du coup, s'inquiètent sur les droits d'auteur. Et c'est super inquiétant. Attends, mais ces 2 résultats-là sont super inquiétants. Et en plus, celui-là est pas sourcé. Mais 84% des professionnels s'inquiètent des droits d'auteur, c'est super grave. Et 84% des professionnels s'inquiètent qu'ils vont perdre leur travail. France 2030 investit... Ah, on a vu France 2030, c'est le truc juste avant. Investit 2,5 milliards d'euros dans l'IA. Source gouvernement français. 15 millions de Français seront formés à l'IA d'ici 2030. Voilà, et c'est ça le plan OSEIA dont j'ai parlé. Donc on n'a pas fini de parler de l'IA, et honnêtement, bah on sait que l'IFOP l'utilise déjà. Hein. Et moi je pense que c'est une des conclusions qu'on aura, c'est que tout va être de plus en plus médiocre, parce que l'IA ne pourra pas améliorer les analyses qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que l'IA va s'inspirer de l'IFOP, Ipsos, machin et tout, qui est déjà pas ouf. Mais en plus, ce sera une boîte noire, littéralement, ce sera un algorithme dont on ne saura pas comment ils vont traiter les données, donc ce sera moins bien. Et donc, après, c'est le cercle vicieux, les IA vont s'inspirer des résultats moins bien des autres IA, et tout va être de pire en pire. C'est ma conclusion, je ne suis pas voyant. À voir. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Si vous me dites je suis super, enfin, si vous me dites je suis super, vous avez bien raison. Sauf si vous me dites l'IA est super et ma sœur est une IA. Est-ce que c'est une bonne conclusion? Non. Mais c'est vrai que je suis curieux de savoir l'avis sur l'IA de beaucoup de gens. Moi, je ne l'utilise pas volontairement. Voilà. Et je me suis fait chier à apprendre à faire tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit en termes là maintenant de science, de recherche, de dessin, même si c'est le niveau que c'est, hein, mais de modélisation 3D aussi, ça arrive, d'écriture, d'ambiance, de rythme, je fais pas de musique, mais je pourrais. Tout ce que je sais faire, je l'ai fait parce que... par conviction. Je pense que c'est mieux que ce soit un humain qui le fasse qu'une IA. Ça a peut-être plus d'âme. Ou en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est vrai, dans l'art, c'est comment on justifie chacun de ses choix. Ce que l'IA est incapable de faire. Même si je ne doute pas qu'elle a beaucoup de bagou, comme les meilleurs artistes contemporains d'aujourd'hui. Au revoir YouTube.
Mais Twitch, vous restez là, hein. Il y a une deuxième partie. On va jouer un peu.